Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Non, on dirait tous les 15 jours. Normalement. Nous sommes sur Retour sur Actu. Ça fait tellement longtemps que moi-même j'ai oublié l'émission. Mais bon, ben, ça fait plaisir de nous retrouver, en tout cas ce soir. Vous l'avez compris, c'est une rentrée pas facile, ce soir en tout cas. Mais vous allez voir, les invités, ils sont très très contents. Vous voyez Madinro, qui est très content en tout cas d'être parmi nous. Et Maître Askan, pareil, qui est très content d'être là ce soir. Donc, vous l'avez compris, c'est un retour vraiment triomphal parce qu'on a tous voulu. Vous nous avez manqué, ils vous ont manqué aussi. Et donc, on va essayer quand même d'être régulier maintenant tous les 15 jours. C'est bien ça. On se posait la question de peut-être de 17h à 18h. Là, ce soir, comme on n'a pas d'invité, ça tombait bien. En plus, l'actualité, elle est quand même riche puisque on est en pleine investiture au niveau communal, au niveau de Mayotte. Je suis bien entouré ce soir. En tout cas, vous voyez les codiens, c'est des invités spéciaux. C'est pas le studio qui les a, qui est derrière, mais ils vont nous expliquer, ils vont nous partager en tout cas leur après-midi. Donc, on va pas, je vais pas trop m'attarder. Rapidement, comment allez-vous, mes chers invités? Alors, on va commencer par Madinro, qui nous appelait même de métropole. Quand est-ce qu'on reprend? Mais ce soir, on a repris. Comment tu vas? Bien, d'abord bonsoir à toute la population de la commune, du canton et de Mayotte, toutes celles et ceux qui nous regardent. Écoutez, ce soir je vais très bien et franchement très heureux d'être là parce que j'étais vraiment impatient de retrouver les téléspectateurs, voilà. Et je pense on va passer un très beau moment, voilà. Alors, Maître Ascani. Oui, bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment, on s'est pas revu, à tel point que on a même perdu un peu le rythme. Voilà, et on ne maîtrise plus l'actualité. C'est-à-dire que on suit un peu l'actualité quand il est question de voir ce que proposent les autres. Mais nous, dans ce qu'on doit commenter, je ne sais pas par quoi on va commencer, mais on va commencer. Ok, exactement. Donc, on est là pour ça, et puis c'est un plaisir, voilà, de pouvoir parler un peu et de discuter de vive voix. Alors, donc juste pour rappel, pour ceux qui viennent de découvrir l'émission, qui ne vous connaissent pas, vraiment un petit présentateur rapide, mais vraiment rapide, juste pour ceux qui vous connaissent pas, qui êtes-vous, enfin on va se tutoyer, qui es-tu, monsieur No, rapidement. Et moi je suis écrivain, poète. Et dans la vie professionnelle, je suis professeur de lettres modernes. Voilà. D'accord. Maître. Alors, me concernant, Askan Moussa, je suis avocat. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense effectivement que beaucoup me connaissent et qu'il n'y a pas spécialement à rajouter autre chose, quoi. Ok. Donc, je le disais, en tout cas, ça fait plaisir de nous retrouver. Alors, avant d'entrer dans le but du sujet, je vais quand même vous poser la question comment vous avez vécu ces moments, en tout cas des vacances, je dirais une longue vacances prolongée, méritée, puisque on s'était retrouvés pour lancer l'émission, donc première édition en tout cas. On se posait la question, d'ailleurs, certains auditeurs, quand est-ce que ça allait reprendre, Donc, ça sentait quand même que l'émission manquait, puisque notre objectif, c'est de commenter un peu l'actualité, débattre aussi, pourquoi pas, avec nos chers publics. Et comme je le disais, vous nous avez manqué, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Donc, comment ça s'est passé rapidement aussi, les vacances Bien, moi, j'ai quitté Mayotte en novembre 2024. Et c'était pour partir pour quelques semaines de formation. Donc, Chilo est arrivé le 14 décembre 2024. Donc, je n'étais pas sur le territoire.
Et j'étais parti là-bas, une part avec mes enfants, madame restait à Mayotte. Donc c'était des moments très difficiles pour moi, Mhm. extrêmement difficiles parce que coupé du monde, sans contact, sans communication, sans nouvelles. Donc les premières semaines étaient extrêmement difficiles. Et puis vient l'après-Chilo, la reconstruction de Mayotte, les difficultés de mobilité. Et c'était aussi des moments difficiles. J'étais en ce moment-là, donc pendant toutes ces, jusqu'à la rentrée du mois d'août, hein, dans l'Hexagone, avec une partie où j'avais demandé, enfin j'ai travaillé là-bas en fait, hein, j'étais dans un établissement. Donc durant cette période, Mayotte, j'ai vu Mayotte se transformer, j'ai vu Mayotte dans sa souffrance, dans sa chair. Et c'est une période qui m'a beaucoup formé, qui m'a aussi invité à écrire, parce que des situations comme ça m'ont invité à mettre sur papier cette période-là. Donc ça m'a amené à produire un certain nombre de textes. Il y a une parution, il y a un livre qui va paraître l'année prochaine sur cette période-là. Donc voilà comment cette période je l'ai vécue et ce que j'en tire comme leçon. Voilà. Ok. Maître? Alors, moi, me concernant, effectivement, c'est quand même une période qui nous a appris beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a d'abord eu cette expérience de l'après-Chilo qui est aussi une souffrance pour l'ensemble de la population, il faut quand même le dire. Il y a une population qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, on a envie de dire que la vie a repris son cours normal. Mais c'est un cours qui n'est pas si normal que ça, parce qu'on voit aussi Mayotte dans sa spécialité, c'est-à-dire une île qui est tout le temps chamboulée par des événements, notamment parfois des situations professionnelles. Ça me fait penser un peu à ces pauvres enseignants dont une bonne partie travaille sans être payés. Vous voyez, donc on vit un peu une difficulté dans pas mal de difficultés. Je pense qu'il faut présenter les choses ainsi. Après, maintenant, c'est vrai que comme dit notre ami Madi, chacun essaye aussi d'aborder les choses à sa façon. Hein, on est quelque part un peu forgé par cette expérience difficile de Chilo et on attend de voir un peu une implication importante des autorités, au premier chef l'État, mais aussi nos responsables locaux. Et là, on est pleinement dedans parce qu'on est déjà engagé dans les prochaines campagnes municipales pour désigner les prochains bâtisseurs, on va les appeler ainsi, parce que quand on est maire, effectivement, on est amené à construire son territoire communal avec un échelon intercommunal qui a aussi un rôle très important en matière de construction, des équipements, etc., l'aménagement de territoire. Donc je pense qu'on va déjà défiler les candidats, parmi lesquels on aura nos prochains maires, hein, qui vont à chacun présenter un peu ses projets. Donc nous, effectivement, avec nos petits colliers, là, On va y revenir. on a été, effectivement, on a eu l'honneur d'être invité à une investiture, donc comme Tsara, de notre ami On va y revenir, maître. Chafiou, et que effectivement on a eu cette chance d'être sollicité pour participer à la réflexion en matière de présentation du projet. Et je pense effectivement que tous les candidats méritent d'être accompagnés et ils ont chacun une organisation technique déjà en place et que c'est tout l'honneur qu'on aura dans les prochaines semaines de se livrer à des batailles électorales rudes, j'espère en tout cas enrichissantes, et qu'au final on puisse démocratiquement désigner nos futurs responsables sans forcément qu'il y ait de malheurs. Je crois que pour rebondir à ce que... Alors, moi je pense que on va présenter le premier thématique d'ailleurs, qui sera l'actualité de la commune. Parce que c'est vrai, on parlait des investitures. Des investitures, hein. On a eu sur notre plateau, comment il s'appelle, un certain MDM.
qui est passé, qui a fait son investiture. Il y a eu Amina Wali, pareil. Là, aujourd'hui, on a eu Chafiou, c'est bien ça. Et on attend peut-être, comment il s'appelle on attend peut-être le maire sortant. Après, M. Mouka aussi, peut-être. Le maire sortant, c'était pas hier par hasard? Je ne sais pas, j'ai cru comprendre. C'était le. Ah, c'est après. C'est après. Je pense que c'est le week-end prochain. D'accord. Et après, on a aussi certains Mouka, là aussi, qui est en liste. Amidou, pour le moment, pas trop de nouvelles. Et après, on a eu aussi Métal, je ne sais pas s'il est réellement candidat ou pas, je ne sais pas. Il faut l'inviter pour lui poser la question. Il était déjà chez nous, hein. Il a présenté sa candidature, mais pour le moment, est-ce que c'est vrai ou faux, je ne sais pas. Donc, de tout ça, juste pour informer tous les candidats que notre studio est ouvert, justement, pour accueillir tous ces beaux mondes. Donc, s'il y en a qui passent, il ne faudrait pas après qu'on vienne nous accuser qu'on privilégie tel. Donc, le studio, il est ouvert à tous. Donc, déjà, de toutes ces investitures, qu'est-ce que vous pourrez nous en dire? On va peut-être parler déjà de l'actualité du jour, puisque vous étiez à Msara, c'est bien ça, hein? Oui, alors j'étais à Msara parce que il y a quelque chose qui... Parce que d'abord, je suis allé pour soutenir mon épouse. Mais surtout parce que j'ai la chance de travailler avec mon candidat à moi, qui n'est pas de la commune, mais du sud, là, à Kanikeli. D'accord. Qui est soutenu par un parti, le parti LR. Mais au-delà de ça, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met de plus en plus, c'est que les candidats, ceux qui s'aspirent demain à diriger, à porter les affaires publiques, travaillent de plus en plus, ça s'entoure des intelligences de leur territoire pour bâtir un projet. Un projet de mandature, ce n'est pas juste une feuille blanche où on écrit je vais faire une école, je vais aménager une route, je vais construire une crèche. C'est vraiment quelque chose qui doit être structurant sur une période suffisamment longue, quinquennale, décennale, avec des éléments très précis, juridiques, financiers, mais qui soient aussi à l'image des attentes de la population. Et je crois que, aussi bien là, avec le candidat Chafion, je vois des candidatures, je vois des élus, même les futurs demain, qui s'entourent donc des techniciens qui ont fait leurs preuves dans leur métier pour préparer l'avenir d'un territoire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité pour participer aussi dans ces moments de politique, de démocratie, sans être dans la politique, mais aussi parce que c'est notre rôle en tant que citoyen d'être présent en ce moment, dans ces périodes-là, voilà, sans de prise de parti. C'est important, à mon avis, à ce que chaque citoyen, quel que soit son niveau, quelle que soit sa situation, de participer à la vie démocratique du territoire. Alors, maître, j'ai pu comprendre quand on a reçu Chafi aussi sur le plateau, il nous disait justement qu'il faisait partie d'une équipe municipale il y a longtemps de ça. C'était à l'époque de, comment il s'appelle, Benissouf, je crois. Quand il était maire à l'époque, et il avait coûté déjà le poste de adjoint, ce qui l'a permis apparemment d'apprendre énormément. Est-ce que lors de l'investiture, tu as quand même senti cette étape? Alors, Chafiou, c'est un garçon que je connais très bien, de très près même, parce qu'en termes de, pour reprendre un peu les mots d'un ami, cher Bakar Mouta, il dispose de bagages suffisants pour occuper voilà, ses fonctions de maire. Alors, en termes d'expérience, moi je crois que déjà de par sa profession, parce que c'est quand même quelqu'un qui exerce ou qui exerçait le métier d'enseignant. Aujourd'hui, je crois comprendre qu'il est conseiller pédagogique. Hein. Donc, quand on a effectivement ce rôle-là, ça veut dire que naturellement, on s'intéresse déjà, on est au cœur de la machine administrative au niveau local et on est amené à s'intéresser à la vie de la cité.
Donc ça, par sa profession, je pense que c'est un candidat qui coche déjà une case assez importante. Après, c'est vrai que par le passé, il a eu cette expérience de conseiller municipal, donc de surcroît adjoint au maire à l'époque, même si ça fait quand même pas mal de temps de cela, mais vous savez, quand on a ce genre d'expérience, après, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Donc, il y a le minimum que l'on puisse attendre voilà, des candidats qui aspirent à devenir maire de sa commune. À cela s'ajoute aussi une autre fonction politique assez importante, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir été un attaché parlementaire d'un sénateur maire à l'époque, l'adjoint. Et pendant cette expérience-là, Chafim était son suppléant. Donc, c'était le deuxième sénateur, si tu veux. Donc, ce qui fait que, globalement, c'est quelqu'un qui a l'assise politique qu'il faut pour mener ce bateau. Et puis après, il a fait appel à moi par mon expérience professionnelle et j'ai eu cette occasion de participer à la construction du projet. Je ne suis pas le seul, mais effectivement, il y a quand même une équipe qui l'entoure un peu. Et cela me permet en fait de donner peut-être à l'ensemble des candidats deux conseils. Le premier, c'est aujourd'hui on voit un peu l'actualité politique souvent animée par des crises politico-judiciaires où on voit un nombre d'élus qui sont mis en difficulté par la justice, certains sont même condamnés. Et cela inspire quoi? Cela nous amène à dire tout simplement que il faut faire très attention parce que quand on est responsable élu, on est amené à prendre des décisions et ces décisions-là, il va falloir les sécuriser, juridiquement parlant. Il y a ça. Donc pour ce faire, il faut que administrativement les agents soient bien formés, sachent exactement ce qu'ils font, ce qu'on attend d'eux, et ces mêmes élus puissent être mieux conseillés, accompagnés. Et le cadre administratif n'est pas forcément suffisant pour faire tout ce travail-là. Et il va falloir s'appuyer aussi des experts extérieurs, notamment des cabinets d'avocats, des cabinets, pourquoi pas, des finances aussi, et qui puissent en tous les cas accompagner les élus pour que leur action soit le plus sécurisée. Et puis, ça m'amène à faire un petit lien, donc ce sera mon deuxième conseil, c'est de dire à l'ensemble de nos futurs responsables de faire très attention à la psychologie de leurs concitoyens. Chilo, effectivement, nous a montré qu'on a tous été affectés mentalement. Donc, ce qui fait que quand on est élu, maire, conseiller municipal ou même conseiller départemental aussi, et pourquoi pas parlementaire, mais quand on a effectivement cette casquette de responsable élu, il faut veiller à la santé mentale de ses habitants. C'est très important. Alors, comment s'y prendre? J'en sais rien du tout. Je pense qu'une fois ils seront en place, ils vont se débrouiller pour mettre en place, en tous les cas, une organisation qui puisse accompagner mentalement, psychologiquement leurs concitoyens parce qu'on en a besoin. Après cette expérience Chilo, il faut pas se dire que on est maire, on nous attend juste avec la construction des équipements publics. Ça, c'est pas suffisant. La prise en compte aussi de l'aspect mental des gens est devenu un des éléments aussi d'une politique publique. Et j'espère en tous les cas qu'ils vont veiller là-dessus. D'accord. Alors, donc, on va faire un peu le tour des autres. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous intéresser un peu au programme des autres, ou vous avez eu des échos, des investitures. Je parle de Amina Wali. On peut commencer peut-être par Amina Wali rapidement. Je n'ai pas personnellement ni connaissance du programme des autres candidats. Je rappelle que j'ai des invités qui sont censés connaître et les stratégies. Je fais un peu le programme des uns et des autres, et notamment donc de Amina Wali, de l'exil de sortant, du maire sortant. Et ce sont tous des candidatures légitimes. Hein. Il faut le dire. Quand on arrive à ces décisions importantes de porter demain
un territoire, les enjeux, ce on a préparé, on a travaillé. Donc, ce sont des candidatures parfaitement légitimes et solides parce que ils ont aussi autour d'eux des personnes qui travaillent, qui travaillent beaucoup sur les projets, sur la sécurisation de leur programme, de manière à ce que le 15 mars 2026, ils soient prêts pour mettre en œuvre leurs actions. Je pense par exemple à la candidature d'Aminawal, qui est une personnalité quand même bien connue du territoire. C'est une banquière, hein? Voilà, et qui est extrêmement bien entourée, je ne vous cache pas, extrêmement bien entourée par une jeunesse bien éduquée, parfaitement insérée sur le plan professionnel, et des cadres aussi du MDM qui sont avec elle. Donc, Une partie. le MDM. Donc, rappelons que Minawal n'a pas eu il y a deux candidatures MDM. Hein. Il y a Minawal qui n'a pas l'investiture. On a reçu ici qui n'a pas l'investiture à Minawal. L'investiture MDM. Voilà. Rappelons, c'est M. Achraf. M. Achraf qui a l'investiture de MDM. Voilà, qui est portée par le MDM territorial, départemental. Il y a Minawal qui n'a pas l'investiture, mais qui est soutenu par certains cadres du MDM. D'accord, voilà. Ce que y a pas, je pense que chacune des candidatures est légitime. Hein. Alors, moi, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien la situation, en commune de Msamboro, jusqu'à maintenant, on a mis en place cette tournante. C'est bien ça. Hein? Ça, c'est la première chose. Oui. L'histoire faisait que le maire venant toujours de Msamboro. Il y a eu une réflexion, un soulèvement, un ras-le-bol de certains villages, des deux autres villages, Ramjago et Mtsara, en se disant il faut qu'on mette en place le tournant. Donc, c'est ce qui met en place. Aujourd'hui, ça divise. Mais c'est en continuité, tous les partis jouent encore le jeu. Sauf que là, en ce moment, on a peut-être 4 têtes de liste à Mtsara, peut-être, après les éléments. 4 non, 5. 5. Moi, j'ai Moka, après Minawal, après Abdallah Shrafi l'épée, et là, on a, comment il s'appelle Chafion. Donc, ça fait 4. Après Msamboro, on a le maire sortant, Laïtidine, et Hamidou, M. Hamidou, qu'on entend pour le moment, je ne vois pas encore sur Facebook l'investiture, et peut-être Métal. Donc ça fait 6 candidats dans la commune de Msamboro. Bon, rappelons que la population ou les électeurs n'est pas aussi nombreux que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'imagine qu'il faut constituer une liste. Il y a un minimum, peut-être une trentaine minimum. Voilà. Donc, déjà, votre idée, votre réflexion du tournant, première question. Deuxième chose, sincèrement, avec toutes ces listes, est-ce qu'on va avoir les enjeux, puisque M. Pascal parlait de la responsabilité, du projet, de l'état psychologique de la population, de l'économie, du social, etc. Ça, c'est ma deuxième réflexion. Et avec toutes ces candidatures, Msamboro et Mtsara, est-ce que ce tournant ne va pas... Alors, je vais peut-être prendre la main sur Madi pour commencer un peu. En tous les cas, il y a quelque chose qui rend possible tout ça. C'est ce qu'on appelle la démocratie. En fait, la démocratie permet à chacun d'exprimer son opinion de quelque façon que ce soit, ne serait-ce que par une élection ou autre. Et effectivement, on a eu, il y a quelques années de cela, une certaine monopolisation de la candidature quand il faut désigner un maire. C'est vrai que la balance penchait plutôt du côté de Msamboro. Un temps, il y a eu une réflexion pour essayer de changer cela, mais ça s'inscrit dans l'air du temps, c'est-à-dire que ce changement-là, il fallait s'y attendre. Alors, c'était un débat qui avait été mal engagé, si je puis dire. Pourquoi? Parce que, en fait, l'idée était juste de casser un peu cette espèce de monopole, que ça ne soit pas systématiquement Msamboro, parce qu'arrivé à un moment, les jeunes de Amjago ont estimé qu'eux aussi, ils avaient la possibilité
de candidater à ses responsabilités. Donc, le débat a été enchaîné dans ce cadre-là et c'est ce qui a permis un temps, donc en 2014, de faire élire un jeune du village de Hamjago, à la personne de notre ami Fido Haruna Kolo. Parce que c'était soit lui, soit Issaka Rachidi, parce qu'ils étaient tous les deux présents au deuxième tour, et la chance a souri plutôt à Haruna Kolo. Donc, après, on a vu effectivement que le débat autour de la tournante n'était pas bien ficelé. Donc, ce qui fait que ceux-là même qui étaient à l'origine de la demande ont fini par ne pas respecter les règles du jeu, et ce qui fait que ils se sont représentés, certains, hein, à ces mêmes élections, et ça a cassé un peu l'entente initiale qui avait été obtenue voilà, dans les villages. Et chaque parti, en l'occurrence MDM, UMP à l'époque, aujourd'hui LR, s'était intéressé à cette question. Mais ce qui a facilité en quelque sorte le maintien de cette tournante, c'est le fait que, en fait, c'est le fait que certains se sont retrouvés à des situations d'échec. Et du coup, on a tenté une élection, ça n'a pas marché. Il y a 6 ans, c'était, si je prends l'exemple de LR, c'était Makolo. Maintenant, ça échoue naturellement au village de Msahara. Mais on n'est plus à l'aise pour discuter de cette tournante. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les choses évoluent ainsi. Car ce qui manque, en fait, c'est d'avoir une équipe, mais vraiment solide. Parce que moi, je peux vous dire que le jour où on aura effectivement cette équipe qui fera solide, qui fera l'unanimité, parce qu'avec un bilan incontestable, là, on parlera plus de tournante. Donc, moi, je pense qu'il faut cet élément-là pour essayer de casser un peu cette espèce de débat. C'est un faux débat, moi j'appelle ça comme ça, de la tournante, parce que nous, on est demandeurs d'une action efficace. Et l'efficacité, ça vient tout simplement d'une entente. Et l'entente, on l'obtient lorsque, effectivement, Madi avait dit tout à l'heure que, parlant de la liste de Amina Wali, mais il n'y a pas que la liste d'Amina Wali, je vois un peu sur presque toutes les listes des jeunes qui s'intéressent à la vie de leur commune et par leur profession, ce sont quand même des gens qui sont parfaitement bien insérés. Donc, il suffit juste que leur équipe leur sélectionne un domaine de compétences dans lesquels ils peuvent s'épanouir et nous apporter de bons résultats. Là, à ce moment-là, effectivement, on aura une phase de la vie, on peut appeler ça une autre tournante. Ce sera un tournant de la vie démocratique, parce que là, on dira à ce moment-là que finalement, on a quand même de bons éléments pour gérer notre commune. Donc, ça, je pense qu'on est en droit d'attendre, en tout cas, cette nouvelle ère. Alors, moi, j'ai une remarque. Quand on discute les uns et les autres, on entend qu'avant, les politiciens, il y avait des vrais politiciens, parce qu'ils étaient vraiment engagés à 100% dans la politique. Si je prends par exemple Lamana, Koussité, etc. Alors que maintenant, on voit beaucoup de jeunes, professionnellement, il n'y a rien à dire. Quand ils se présentent, première observation, ok, ils sont bons, efficaces, Mayotte va avancer, mais au final, une fois élus, ils n'ont pas le temps. Où il y a tellement de divisions. Et au final, la jeunesse d'aujourd'hui ne rassure pas non plus. Je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. La jeunesse ne rassure pas. Moi, j'ai une autre lecture. Bon, premièrement, le personnel politique actuel de notre territoire, de Mayotte, du département, et tout à fait, il s'explique par reflète sa démographie en fait. Nous avons une population jeune et c'est une jeunesse qui arrive après des formations universitaires et qui sont nées souvent les années 80, 90, qui arrivent maintenant et donc le fait de s'intéresser à la vie démocratique, de s'engager à des responsabilités, moi je trouve ça plutôt positif parce que ça permet le renouvellement
et d'apporter un nouveau souffle à la démocratie mahoraise. Mais, finalement, il y a aussi ces risques et périls, parce que qui dit renouvellement d'une classe politique dit aussi ça peut amener aussi les moments de doute, du manque d'expérience. Je l'ai entendu par exemple ce matin, tout à l'heure, Zouria Moyad Ben qui disait, moi quand je voyage en France, je vois des élus extrêmement expérimentés, très vieux, une grande sagesse. Et ici à Mayotte, ça manque, ce qui est vrai. Et il parlait de Chafi Madi comme un élu qui a guéri, qui a l'expérience, qui a commencé la politique, ça fait une trentaine d'années. Donc c'est des profils comme ça permettent à cette jeunesse de bénéficier d'un bon encadrement. On le voit, parce que pour revenir à ton observation, c'est que là où les communes sont gérées par des élus parfois jeunes, que ce soit au département ou dans les communes, on voit le manque d'expérience se ressent dans les prises de décision, dans les choix des politiques publiques, mais aussi les maladresses qui sont commises en termes de communication, en termes de sécurisation des actes administratifs. Et donc, pas pour autant que ce ne soient pas des gens bien formés, mais il y a aussi cette idée que oui, mais moi j'ai fait des études comme toi. Enfin, il y a une défiance de l'élu vis-à-vis même de son administration, de son personnel, et c'est peut-être que c'est là où vient comment dirais-je, ces carences en fait, ces carences qui sont constatées par la population. Mais je crois que cette phase-là, elle va évoluer. Je pense qu'elle va évoluer. Il faudra mettre un peu de temps, le temps que ce même personnel puisse trouver une expérience, avoir une assise, ça va prendre du temps. Ça peut être rapidement dépassé, à condition qu'on arrive à une période où dans les territoires, dans les communes, comme au niveau du département, on ait une stabilité au niveau des politiques, et qu'on ne soit pas en permanence en train de renouveler les sièges avec des têtes nouvelles à chaque fois. Et des communes comme Tsamboro, constamment, on est dans une alternance, peut conduire la commune à ne pas connaître un développement qui soit opérant, qui soit visible dans le temps. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit. Ça me fait rappeler. Ça se voit. Hein. La commune de Mtsamboro est une des communes qui a du mal à décoller. Donc là, ça me fait rappeler à la commune de Mzangamoji, avec un ancien maire déjà reconduit, voilà. Le conseil départemental, pareil. Donc on voit d'ailleurs son développement. Et c'est tout le problème, parce qu'effectivement, là, on a une réponse à la question de la tournante. Mais quand les résultats sont là, on reconduit l'équipe avec de bons résultats. Donc là, le débat sur la tournante ne se pose même pas. Donc il est vrai que parmi les éléments qui doivent casser cela, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et cette efficacité, on ne peut l'obtenir que sur la base d'une confiance. Et j'ai remarqué à travers mon expérience d'avocat, parce que je suis souvent sollicité dans des dossiers politiques. Et là, quand j'entends effectivement certains responsables interrogés par les enquêteurs et qui disent que voilà, il y a mes colistiers, des gens de mon équipe qui ont porté plainte contre moi. Vous savez, on attend beaucoup trop, en fait, un avantage en exerçant une fonction politique. On attend beaucoup un avantage. Or, ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être comme ça. Général. Voilà. Et là, quand on sert l'intérêt général, quand on sert son pays, son territoire, ben, on est amené à agir. Et agir, c'est pas forcément s'illustrer à travers
une action particulière, hein. On le fait de toute façon, mais c'est aussi apporter son soutien au chef d'équipe qui est là, lui témoigner sa confiance. Et progressivement, chacun retrouve assez calmement la place qu'il mérite, hein. Donc, il est vrai que maintenant, il y a ce tournant-là qu'il va falloir opérer, et ça ne viendra que avec de bons résultats. Et ces bons résultats, c'est ce qui se fait à ces moments de débat démocratique à l'issue d'une élection. Et j'espère en tous les cas qu'effectivement, on franchira également cette nouvelle étape qui consisterait à voir les choses différemment, parce qu'il y a peut-être un autre élément très important qui revient systématiquement dans ces débats, c'est que quand on parle d'élection municipale, on parle systématiquement des mêmes choses, des équipements publics sportifs. On a du mal à proposer autre chose, quoi. Tu vois un peu, alors que Chilo nous a amené à une situation où effectivement la vie publique, il faut l'analyser dans un ensemble. Un ensemble qui se complète aussi avec l'action, par exemple, du conseil départemental. Et dans cette globalité-là, il y a aussi le rôle de l'État qui vient s'engouffrer dans le... Donc, il va falloir aller un peu de l'avant. Alors, on va peut-être changer de sujet, c'est bien ça. Alors, dites-nous, dans le milieu enseignement, qu'est-ce qui se passe? On entend des enseignants non payés, des enseignants qui bloquent certains établissements. On parle de Shido, déjà les élèves n'arrivent pas justement à avancer, à être éduqués, à avoir la scolarité complète. Et là, c'est un phénomène nouveau qui n'existait pas forcément, qu'on n'a jamais entendu parler. Oui. Des enseignants qui ne sont pas payés. Sincèrement, on a du mal à y croire quand on n'est pas dans ce milieu. Comme on a un enseignant enseigiste, sincèrement, résume-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est une situation qui, en fait, en réalité, qui n'est pas du tout... qui devait arriver. Et, alors, les enseignants qui ne sont pas payés, ce n'est pas proprement à Mayotte. Mais quand tu dis c'est pas proprement Mayotte, c'est-à-dire qu'à La Réunion, il y en a qui ne sont pas il n'y a payés, pas qu'à par exemple. l'Académie de Mayotte D'accord. où on a des enseignants qui sont nombreux, qui n'ont pas été payés. Et ça dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Simplement, lorsque le cas de Mayotte s'est révélé... Excuse-moi, ça m'interpelle un peu parce que on n'a pas vu des blocages à La Réunion, on n'a pas vu... alors, ce n'est pas dans toutes les académies, mais dans certaines académies... Non, c'est à Mayotte que ça a pris une ampleur parce que le nombre d'enseignants à payer est extrêmement élevé. D'accord. Tellement élevé que ça choque toute une institution, d'un établissement jusqu'à l'académie, au niveau national et même au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, des députés, ça nous saisit. L'exemple, il y a l'Académie de Versailles, où il y a des enseignants, une quarantaine, qui n'ont pas aussi. Alors, c'est lié souvent. Alors, les raisons officielles, on ne les connaît pas, mais il semble que c'est souvent lié à des problèmes administratifs. Les dossiers n'ont pas été traités. Il n'y a pas suffisamment de personnel pour traiter les dossiers. Il semblerait que c'est le personnel qui n'est suffisamment pas bien formé, pas suffisamment accompagné. C'est ce que l'administration avance comme explication. C'est quand même pas Chido, quand même. Mais non, ce n'est pas Chido, parce que, en revanche, depuis le basculement du traitement de la paye à la Réunion, au moment de ce passage-là, il y a eu beaucoup de couacs, des petites sommes par ici et là, qui n'arrivent pas dans le compte. Les syndicats ont déjà alerté là-dessus. Les syndicats ont alerté, attention, faites attention, parce que si ce n'est pas réglé, ça risque un jour de poser problème. Donc le sujet n'a pas été traité, n'a pas été géré correctement, pas entre guillemets, je pèse mes mots. Et donc ce qui se passe là, c'est que c'est la conséquence d'un ensemble d'éléments qui n'a pas pu être traité à temps
pour ne pas se retrouver dans Donc, cette situation. pour que ceux qui nous regardent comprennent bien cette question Attention. de paiement, exactement, déjà, c'est un sujet très sensible, C'est un rappelons-le. sujet extrêmement sensible. Sincèrement, il s'agit que des nouveaux, il n'y a pas des renouvellements Non, ou du des tout, anciens, ou même c'est mélangé. Ça touche des titulaires, des ça touche tout le contractuels, monde. des enseignants, des personnels administratifs. Et il à semblerait Mayotte, on a un même, chiffre ou pas? alors l'académie, la lectrice a annoncé une chiffre de 250. 250 quand même enseignants. Les syndicats annoncent plus de 1000 enseignants au début de la situation de l'affaire. Maintenant, on est à une centaine, mais Donc, rappelons, mais, on a vu la rectrice qui a pris les choses en oui, main. les choses, espérons que les choses vont, je pense, vont rentrer dans l'ordre. La semaine prochaine, c'est la paye. D'accord. Alors, maître, est-ce que déjà, entre nous, tu n'as pas été saisi pour cette Pas affaire-là? encore, mais je sens que ça va pas tarder. Mais Je sens que c'est ça une va pas situation tarder. qui impacte beaucoup l'éducation. Ouais. À Mayotte, je ne vous cache pas, on a parlé de l'état psychologique de cette notion d'état psychologique. Ça, c'est un vrai sujet à Mayotte, parce que je crois que le cas que Maître évoque, c'est au niveau de Mayotte, nous sommes tous impactés. Nous avons tous moralement un état psychologique extrêmement fragile. Ouais. À tous les niveaux, à tous les âges, à tous les. La vie est chère. Et donc, déplacement, parce que je crois qu'on est arrivé à une situation où le terme résilience ne passe plus. Voilà, ne passe plus. Alors, en tout cas, nous, on va rester très vigilants. C'est un sujet très sensible. On est partenaire avec le rectorat et on espère, en tout cas, que cette situation sortirait ou serait réglée rapidement pour que les enfants reprennent la vie normale. C'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Après, il faut peut-être insister sur un point aussi. C'est vrai que il y a un autre souci qui vient se rajouter à ces difficultés, c'est le fait que je pense que les Mahorais ne comprennent plus pourquoi bon nombre de leurs services administratifs sont couplés en quelque sorte avec l'administration réunionnaise, la région réunionnaise. Vous voyez, donc on entend beaucoup effectivement cette partie de la gestion administrative qui concerne donc la paye, qui est gérée depuis la DGFIP Réunion. Moi, je crois qu'effectivement, il faut que Mayotte s'émancipe pleinement et ce territoire soit doté de tous les services déconcentrés nécessaires pour ne pas trop dépendre effectivement systématiquement sans qu'on ait une animosité vis-à-vis de la Réunion, c'est pas ça le sujet, mais qu'il y ait des départementalisations, une émancipation pleine et entière, et il va falloir effectivement qu'on soit totalement indépendant de la Réunion ou de je ne sais quel autre territoire. En fait, ce transfert de plusieurs compétences de la Réunion, c'est une succession de décisions législatives qui remontent depuis 2014, avec des lois qui sont sorties où l'État cherche à faire des économies, il faut le dire. Donc ça a commencé par le ministère de l'Intérieur, et puis l'hospitalier et l'environnement, et puis maintenant l'éducation nationale. Donc on est dans un processus où l'État, dans sa politique de restriction budgétaire, de chef d'économie, de réorganiser l'ensemble des services, et donc certaines compétences sont centralisées par région, ce qui fait que les traitements des cartes grises, des pièces d'identité se font à La Réunion, grâce au centre de traitement. Au niveau de la région océan Indien, c'est à La Réunion. Donc, et donc l'histoire du paiement de l'éducation nationale, c'est ce processus-là qui a amené ça. Bien évidemment, ce n'est pas une fatalité. Peut-être que nos parlementaires auraient dû à ce moment-là se saisir de cela
pour, imposer, enfin pour rappeler, non, nous voulons avoir une autonomie administrative, nous sommes un département, nous sommes une région. Peut-être ce travail-là n'a pas à rater. En ce moment-là, il n'est pas interdit à ce que nos parlementaires se ressaisissent des dossiers. Et que... Alors, donc, pour conclure là-dessus, on ne va pas trop s'éterniser, puisque là, c'est la solution qu'on souhaite, en tout cas, que le rectorat sorte, en tout cas, de cette crise, puisqu'on a connu une crise. Surtout une crise dont on n'a pas besoin. Exactement, exactement. Là, Okay. Alors, un autre sujet, je ne sais pas si vous avez suivi Octobre Rose, j'ai eu une image qui reste dans ma tête, c'est la marche de Mamoudzou, où on a vu dans les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, que des images de rose, rose, rose dans le monde entier. Mayotte n'a pas échappé à ça. Et en même temps, on a aussi Novembre Bleu, donc je ne sais pas, Novembre Bleu, toujours pour sensibiliser au niveau des cancers. Donc je ne sais pas si vous avez participé à ces événements. Et, oui, je vois Madino qui est très, très, très... Oui, je rappelais, l'Octobre Rose, c'est un sujet qui concerne toutes les femmes, mais aussi les hommes. Et donc, oui, c'est un événement extrêmement qui rassemble et très important. Et maintenant, Novembre Rose, qui est donc qui s'intéresse à la prévention de deux cancers, le cancer de la prostate, qui touche les hommes à partir de la cinquantaine, et le cancer de la testicule, voilà. D'accord. Qui peut toucher un jeune de 20 ans comme à 30 ans. Ce qui est l'enjeu de cette période-là, c'est de faire la sensibilisation. De dire, voilà, je vais me dépister. Voilà, d'inciter les hommes d'aller se dépister, et pour cela aussi, de ne pas oublier nos femmes, les épouses, d'accompagner leur mari, leur copain, de dire, va te dépister, voilà, c'est vraiment cela. Donc c'est une période aussi importante qu'Octobre Rose aussi. Voilà. Alors, maître, on a eu des témoignages des femmes qui disaient quand une femme se fait dépister et que elle informe son entourage, c'est très difficile. Il y a même des fois des conséquences de divorce derrière. Maintenant, un homme, c'est encore beaucoup plus délicat parce que révéler à son entourage qu'il y a un cancer de testicule, etc. Tout ça, l'image de la société, l'image de la famille qui n'a pas évolué, un petit mot là-dessus. Disons que effectivement, on voit en fait ces changements, ces phénomènes nouveaux qui s'imposent comme réalité au sein de notre société. C'est-à-dire que on atteint un niveau de vie où effectivement certaines choses ne sont plus tabous. Pourquoi? Parce que on a la possibilité de lutter contre cela. Là, en ce moment, je vois effectivement que beaucoup de sujets sont abordés sur l'espace public à travers des actions, à travers des événements. C'est un peu effectivement l'idée des marches qui sont initiées, la marche concernant Octobre Rose, la marche concernant telle ou telle chose. Donc, tout ça, effectivement, amène chaque citoyen à s'approprier, en fait, ces sujets, c'est-à-dire à ne plus rester subir les conséquences de ces maladies et rester seul dans son coin. Donc, il va falloir en discuter collectivement. Et en discutant collectivement, là, on est amené à solliciter des solutions, si vous voulez, toucher tel ou tel professionnel, notamment les médecins, ou même pousser nos responsables à proposer des solutions, à créer des centres pour que ces phénomènes puissent être traités convenablement. Donc, il est vrai que j'observe ce changement nouveau et on devient même, comment dirais-je, on a de plus en plus de facilité à les aborder. Vous voyez, parce qu'en les abordant, effectivement, on peut s'entraider, ne serait-ce que dans un couple. Alors, est-ce que annoncer de telles nouvelles, une maladie à son conjoint, à son partenaire, peut amener à la séparation? Peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas de sens parce que
le premier partenaire d'une personne atteinte par une maladie, eh bien, c'est le partenaire c'est le mari, c'est le conjoint. Donc, si on a du mal à obtenir le soutien de ce côté-là, ben c'est vraiment un problème. Et quand votre partenaire souffre de telle ou telle maladie, ben, il ne peut que s'appuyer sur vous qui êtes à côté pour l'accompagner et pour trouver des solutions, parce que ce sont quand même des maladies qui se soignent. C'est pas parce qu'on est atteint de telle ou telle maladie qu'on va mourir du jour au lendemain. Il y a quand même la possibilité, effectivement, d'aller consulter les professionnels de santé pour que cela puisse être soigné convenablement. Et puis, encore une fois, ça nous ramène un peu au débat d'aujourd'hui avec les élections, que voilà, même dans nos listes, avec les projets que nos futurs élus sont amenés à mettre en place prochainement, mais il faut privilégier effectivement ces espaces où la discussion devient très importante. On met là le lien avec l'aspect psychologique de chacun de nous, qu'on arrive à une situation où la santé mentale, ça garde aussi une importance particulière. Et ça me fait penser, parce que je t'avais croisé aussi le jour où notre ami Chad nous a invités à inaugurer voilà, le centre, la salle de sport qu'il a mis en place. Ça, franchement, je lui tire mon chapeau là-dessus, parce que ça participe aussi à cette discussion où on doit avoir la santé, ça passe aussi par le sport. Par le sport, oui. Alors, en tout cas, on a des associations, on a ASCA, normalement, une structure association qui s'appelle ASCA qui milite dedans, on a Malka, qu'on salue par la suite aussi, on a des associations, beaucoup d'associations qui sont derrière, on a aussi la CCAS, les centres sociaux, et la population commence à rentrer en jeu, parce que quand on a reçu Mohamed Barabé la dernière fois, qui nous parlait justement de la sensibilisation qu'il y a eu, je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, c'était à Msangabish. C'était ça, hein, Oui, c'est ce matin. Donc, ça a sensibilisé d'ailleurs énormément. Donc, on est là aussi pour informer. Un petit mot. Il y a une marche qui est un sujet parallèle à ce qu'on évoque, c'est la marche qui a eu lieu ce matin de Porwani jusqu'à Chirongi pour sensibiliser la population sur les violences faites aux enfants. Voilà. Qui est postée par l'association Usbutu Hedze Gilao. Voilà. Grâce à l'association Tarim, voilà. Sa présidente Sayarati. Je crois que là aussi c'est un sujet qui commence, en tout cas, qui n'est plus trop tabou, même si c'est encore le cas, mais où souvent beaucoup de nos enfants, dans l'espace familial, subissent des violences sexuelles. D'ailleurs, ce qui m'amène à un autre sujet, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, dans le Sud, où on a eu des femmes, des jeunes demoiselles. Ah oui, ces demoiselles qui ont fugué. Je ne sais pas, à un moment donné, c'était porté disparu. Non, c'était pas et après, on a appris que c'était des fugues. C'est une fugue. Ça. Donc, mais bon, ça a quand même inquiété quand même la population mahoraise, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Effectivement, il faut faire très attention à ce genre de situation, parce qu'en fait, à Mayotte, il y a des phénomènes qui ont eu du mal à se propager, à prendre corps, notamment des phénomènes de fugue. C'est quelque chose qui n'a quasiment pas existé chez nous ici. Donc, il ne faut pas rendre possible, en tout cas, cela. Ça me fait penser aussi au phénomène de prostitution, c'est-à-dire que ce sont des choses qui déforment cette société, qui est quand même une société où l'entente cordiale au sein de nos cercles familiaux avait toujours gardé son importance. Vous voyez, donc des phénomènes nouveaux de dénaturation de la qualité de la vie qu'on avait d'antan mérite d'être encore préservé, quoi. Et ce qui s'est passé dans le Sud avec ces jeunes élèves qui ont disparu, le fond de l'affaire, je ne sais pas, mais effectivement, j'avais entendu parler de cette situation dans les médias.
Moi, je me demande, c'est quoi l'origine de la fugue? Est-ce que c'est juste une bêtise entre Il jeunes? y avait quand même Qui se 6 sont collégiens, pris? hein. Si collégienne. 6 collégiennes. Ouais, ouais, Non, c'est ou bien il y avait vraiment une raison derrière qui avait Les motivé pires, c'était disparition inquiétante, hein. voilà, 3 après, filles à après Monachine quand effectivement on retrouvées. voit ces titres-là, ben on craint le pire, mais il paraît qu'ils ont été retrouvés sains et saufs, donc c'est déjà Déjà, ça. c'est une très bonne nouvelle. Après, voilà, Ouais, essayer ça de aurait ramener pu, un peu tous ces corps constitués, établissements scolaires, les familles, etc., à faire en sorte que ces phénomènes ne puissent pas avoir vraiment une assise, Moi, parce que Après, en même temps, ce qui ça m'inquiète peut un peu, avoir quand c'est même des que ce qui conséquences m'interpelle, néfastes. quand on entend cette génération je pense que technologique, il y a deux avec choses. moyens technologiques, les réseaux sociaux, ils sont quand même équipés au moins pour informer. C'est là où je veux en venir, c'est que il y a deux choses que je voulais observer, bon, c'est un phénomène extrêmement inquiétant parce que ça peut aussi arriver au collège de Beni, ça peut arriver à Mtsamboro, ça peut arriver au lycée du Nord. Et il y a deux choses, c'est aujourd'hui, enfin, est-ce que nous avons des parents, parfois parfaitement bien insérés socialement, ou nos parents manquent, je pense selon moi, une vigilance accrue, une vigilance à l'égard de leurs enfants. Parce que nous vivons dans une société extrêmement difficile, il y a beaucoup de dangers à l'extérieur. Nos enfants ne sont pas du tout En sécurité. en sécurité quand ils quittent la maison. Pour aller à l'école. Vraiment pas en sécurité. Donc, je pense que ça doit vraiment nous éveiller, cette situation. Que les parents, collectivement, soient vraiment vigilants sur le parcours de leur enfant et s'assurer à ce que le gamin, qu'il est bien arrivé à l'établissement et qu'il soit. Peut-être qu'il faudra envisager un moyen de communication, que les établissements renseignent, enfin informent les parents par des messages textos, si c'est possible. Voilà, votre enfant est actuellement à l'établissement. Pour qu'à l'avenir, ces genres de situations ne se reproduisent pas. Je pense que ce n'est pas du tout un sujet banal, ce n'est pas un fait divers pour moi. Il faut vraiment prendre ça extrêmement sérieux et analyser ça. Je vois que ce matin, les parents de cet établissement à Béni sont réunis, je ne sais pas, peut-être qu'on verra. Il y a des pistes, en tout cas, des réflexions. Deuxième chose, c'est les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur ces genres de comportements qui peut-être que ces jeunes filles ont voulu jouer un petit jeu découvert dans les réseaux sociaux, s'est dit tiens on va faire ça à nos parents, on ne sait pas, ce sont des hypothèses, voilà, mais parce que comme dit Maître, franchement, de mémoire, on n'a jamais entendu des choses comme ça à Mayotte, quoi. Donc, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un objet, c'est aussi un danger pour nos enfants. Les réseaux sociaux, les Snap, les Instagram, tout ça, c'est des dangers pour nos enfants. Et malheureusement, on n'est pas suffisamment éduqués, pas suffisamment formés pour protéger nos enfants de ces réseaux sociaux. Alors, moi j'avais un autre sujet, je ne sais pas si vous avez suivi la participation de, comment ça s'appelle, Bandélé FC, qui a participé à une Coupe de France, je crois, non? Oui, Coupe de France. La dernière seconde, 1-0. Un match. En général, on a l'habitude de perdre. Quand c'est 5-0, là, on a vraiment bien joué. Bon, après, rappelons aussi, on a eu quelques victoires quand même assez intéressantes pour certaines équipes. Oui, ça a beaucoup changé. Et là aussi, on avait déjà dépassé le cadre normal. Voilà. Disons, vous avez suivi un peu les matchs. Oui. Alors, on commence avec par j'ai pas suivi le match à la télé. Parce que je sais plus, j'étais occupé pendant ce créneau de compétition, mais j'avais quand même appelé personnellement le président que je salue parce que c'est un grand ami à moi, à qui j'avais livré tous mes conseils et tous mes encouragements. Et il est vrai que en finir avec 1-0,
il y a de la performance là-dessus. Moi, je pense qu'il faut quand même les féliciter. Après, ça fait quand même quelque temps que lorsque les équipes mahoraises partent à Métropole pour disputer cette étape de la Coupe de France, ça me fait penser à l'équipe de Mzosia, le jumeau, qui avait quand même battu certains clubs métropolitains. Là, les choses ont évolué. Ça a beaucoup évolué parce que l'honneur de Mayotte avait été défendu, parfaitement défendu à cette période-là, avec une pensée particulière à notre ami coach Jamaldine de Dumonier, qui avait su amener effectivement cette équipe à ce niveau-là qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'est pas encore égalé. Hein. Donc, pour Bandjelé, en finir avec ce score, je pense effectivement qu'ils ont fait fort. Et on ne peut que les encourager à poursuivre dans cette lancée. Donc, malgré faible investissement, en tout cas sportif, manque de moyens. Après, peut-être, avant de passer à tout détruire, avant de laisser la main à Madi, je pense qu'il faut quand même, je sais pas trop comment dire ça, mais je ne suis pas favorable à ce que systématiquement, lorsque les clubs mahorais finissent la Coupe de France ici à Mayotte et qu'ils partent à Métropole. Donc, il faut trouver un moyen, en tous les cas, d'accompagner les clubs, de leur permettre d'avoir les infrastructures nécessaires et qu'ils puissent aussi avoir cette possibilité d'accueillir des clubs d'ailleurs, de la métropole ou même des autres régions d'outre-mer, parce que donner cette possibilité, en quelque sorte, c'est toujours nous bloquer avec ce niveau de précarité en matière d'équipement et aussi en matière de niveau. Vous voyez, il y a plus en fait une certaine ambition de prendre l'avion et d'aller à métropole, mais il n'y a pas vraiment cette espèce de la dynamique sportive pour essayer de développer le sport de manière générale. Alors, donc je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener aussi là-dessus. Quand on a les travaux du terrain de foot de Msapere, ça va depuis des années. Cavani. Donc Mayotte ne peut pas recevoir, c'est bien ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des compétitions qui théoriquement devraient se faire à Mayotte. Mais faute de terrain, de terrain homologué, souvent les clubs sont obligés de partir dans l'Hexagone. Je ne sais pas si la dernière, la compétition pouvait se faire à Mayotte ou pas, mais j'ai un souvenir des championnats, des compétitions où c'est Mayotte qui reçoit et faute de terrain, c'est le club qui part. Effectivement, souvent, on a tendance à se demander est-ce que le fait de partir, les joueurs vivent ça avec enthousiasme, le fait de prendre l'avion, de découvrir d'autres horizons, pourquoi pas. Mais c'est une interrogation que je me fais. Mais je pense qu'il faudrait qu'à l'avenir, dans les années qui viennent, au moins Mayotte, dans les 5 ans, puisse se doter au moins d'un stade ou deux qui soient en capacité de recevoir des compétitions nationales. Quoi. Je pense que c'est important. Il faut que les élus, ceux qui demain seront élus, collectivement travaillent ensemble à travers l'association des maires ou se mettre d'accord. Voilà, on va investir dans telle commune. Il faut que dans les 5 ans, on ait au moins une ou deux communes où on a des stades, un terrain de foot, un terrain de basket homologué. Alors, ça peut être une ambition. J'aurais une question, c'est Mayotte, normalement, je peux comprendre que va recevoir peut-être les Jeux des îles, je ne sais pas quand. 2028. Et il y a des chantiers déjà qui sont en cours, normalement. Vous avez des infos? Non, les Jeux des pas des îles. chantiers. C'était prévu. C'est un projet, c'est une ambition qu'il faut toujours marquer. Politiquement, en tant qu'élu, il faut que ce discours soit porté. Parce que je crois qu'un territoire, il y a deux choses qui mobilisent la communauté, c'est le sport et la culture. Donc, et notre vice-conseiller départemental Zouria porte très bien ce discours-là, cette politique-là. On sait les défaillances, on sait les difficultés, mais il faut que quotidiennement ce message soit porté, soit entendu par le Mayotte, soit entendu à l'extérieur. C'est important.
Oui. C'est important. Après peut-être casser, en tout cas lever le blocage qu'il y a dès qu'il est question des Jeux des îles, où il y a toujours cet éternel conflit franco-comorien dont Mayotte est l'objet et qui amène systématiquement les dirigeants comoriens à bloquer Mayotte dans sa participation à ces compétitions-là. Moi, je crois que franchement, est venu le temps d'en finir avec ça. Les Jeux des îles, il y a quelques années de cela, on entendait effectivement que ça devait être autour de Mayotte pour l'organisation des Jeux de 2026 ou 2027. Et que là, on avait beaucoup entendu effectivement les autorités étatiques prendre à bras le corps ce sujet et de favoriser en tout cas la construction des équipements sportifs nécessaires. C'est resté malheureusement dans les débats, on n'a pas de suite à la date d'aujourd'hui. Alors, est-ce que prochainement ça va être autour de Mayotte? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut que cette affaire-là soit réglée une bonne fois pour toutes. Si à chaque fois Mayotte se retrouve bloquée et puis ridiculisée, ça n'est pas une fatalité, on n'est pas systématiquement obligé de participer à cela. Si le prix c'est pour se faire ridiculiser après, franchement, ça ne vaut pas la peine. Bon, en tout cas, on a eu le bilan des événements passés où Mayotte a subi quelques humiliations. Je sais que Zorori, la conseillère, on en avait parlé en charge, elle avait fait un discours là-dessus. Donc, je ne sais pas si le bilan, ou en tout cas les réflexions ont évolué, mais on reste informé. On peut passer à un autre sujet ou Oui. D'accord. Alors, j'avais un autre sujet rapidement. Alors, j'ai vu dans les infos un jeune Maoré tué par balle à Brest. Je ne sais pas si vous avez suivi. On a entendu ça, effectivement. Et en même temps, j'ai vu aussi, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, je crois que c'est je ne sais pas si c'est un policier Maoré qui travaille métropole, qui a dû peut-être qui a arrangé c'est ça, certaines infos, etc. Oui, donc la responsabilité. Mais je crois que Mayotte évolue, Mayotte prend des responsabilités, Mayotte travaille ailleurs, mais en même temps il y a des défaillances, non? Pour moi, ce sont des petits faits divers qui font l'objet d'une exploitation politique pour encore noircir l'image de Mayotte à l'extérieur, au niveau national. Parce que franchement, des petites choses comme ça, un policier qui a été défaillant dans l'exercice de ses fonctions, un jeune qui reçoit une balle, bon, c'est des phénomènes qui sont quotidiens, qui touchent différentes communautés. Quand c'est un jeune d'origine de Mayotte, là ça fait l'étalage de la presse nationale, et encore, bon, mais qui sont très vite rapportés par un élu qui n'a pas bonne image de Mayotte. Et moi, ce que je regrette quand il y a des situations comme ça, des informations comme ça, c'est l'absence de réponse de la part de nos élus, des acteurs en tout cas concernés. Voilà, c'est ça que je regrette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nos élus ne s'approprient pas souvent certains sujets qui les concernent directement ou qui concernent Mayotte, voilà, de manière générale. Donc d'un côté, Mayotte n'est pas attractif, tout le monde se plaint que Mayotte n'est pas attractif, et en même temps, il y a toujours des événements qui font que cette image-là se détériore de plus en plus. Et là, j'en veux pour certaines agences, notamment qui sont là, dont leur travail, ils sont financés pour valoriser l'image de Mayotte, pour travailler pour que Mayotte soit un territoire qui soit attractif, pour gommer tout ce qui ne va pas de ce territoire, parce qu'ils sont nombreux malheureusement, mais au moins les éléments clés qui permettent à ce que quand on parle de Mayotte, elle bénéficie d'une image. J'ai quelque chose que je ne comprends pas, maître. Imaginons, moi je suis une agence d'attractivité de Mayotte, etc. Il faudrait qu'à chaque fait divers, qu'un Maoré soit concerné, il faut que je fasse une communication pour montrer que c'est le contraire de. Effectivement, c'est des situations malheureuses, il faut quand même le dire.
Et dans le même temps, tout se démocratise dans la vie. Aujourd'hui, un Breton, il peut commettre ce genre d'acte dans un territoire comme celui de Mayotte, à La Réunion, loin de son territoire natal. Un Mahorais, c'est quelqu'un qui vit aussi normalement comme n'importe qui prend la décision d'aller de demander une mutation dans un autre département de la France. Ça peut être dans le nord, dans le sud de la France, et par la force des choses, il peut commettre des choses, voilà, pas très agréables. Donc, c'est pas le fait de se retrouver effectivement devant la justice que ça fait du territoire de Mayotte comme étant cette espèce de réservoir qui ne sait faire que fabriquer des délinquants. Hein, parce que cette image-là, qui est systématiquement étalée publiquement par la presse pour montrer effectivement que c'est peut-être le mauvais élève, déjà au-delà du fait que c'est le département ou le territoire le plus pauvre de France, c'est déjà une image, mais bien négative, c'est pas la peine d'en rajouter. Voyez, donc, chacun peut être mis en difficulté, se retrouver en prison, par exemple. C'est pas ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un, mais un Mahorais qui est emprisonné quelque part en métropole, il faut quand même se dire aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui sont emprisonnés chez nous ici. Donc, ça n'est pas la peine de chercher à noircir effectivement l'image de cette collectivité en essayant de rapporter des choses qui, au final, ne sont peut-être pas si importantes que ça. Et là, je dirais, parce qu'il y a une actualité qui est assez positive, dont d'ailleurs personne n'en a parlé, où ce policier, un ancien policier municipal, originaire de Pamandzi, je crois, de la Petite Terre, qui actuellement gère, qui est le responsable d'une police municipale d'une commune dans le sud. Ah, si. On Voilà. avait Et vu, ça, une c'est passé à la trappe, l'information, ça n'a pas été valorisé. Exactement. Comme s'il y avait malheur à un Mahorais qui aurait agressé une vieille dame dans la rue, là, ça aurait fait. Ah, moi je vous une, dis, vous, mes invités là, quand vous voyez aussi des bonnes choses, ben envoyez-nous comme ça. Ça me fait penser, mais ça me fait penser parce que Maldi est peut-être le mieux placé pour en parler, mais ça me fait penser aussi à ce prestigieux prix, le titre de docteur de notre ami le président de l'université qui a été promu à Dakar, au Sénégal, si je ne me trompe pas. Hier, Et que, effectivement, c'est quelque chose aussi qui vient mettre en valeur et ça, c'est important. notre territoire. D'ailleurs, la presse Et en plus, locale en parlant du docteur, c'est vrai que j'ai pas vu la presse relayée. La presse Même locale. le MEDEF, on avait participé au salon de Paris, voilà. même la cérémonie. J'ai vu la cérémonie trois à docteurs, la région. beaucoup de masters, chapeau. La région, j'applaudis tous ces jeunes talents qu'il faut parler, qu'il faut valoriser. Dommage, la presse n'a pas relayé. Non, la presse n'a pas Pourtant, relayé. on a communiqué. Hein. Et donc, je trouve ça dommage. Mais si c'était Si c'était un meurtre, si c'était. Là, ça aurait fait le tour du monde, de la région. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre territoire regorge de talents. Franchement, de plus en plus, on a une intelligence immense dans ces territoires et elles viennent. Aujourd'hui, quand on entend un jeune Mahorais diplômé, sa première décision, c'est je veux rentrer chez moi pour servir. Exactement. Ok. Alors, le sujet que j'affiche là, je vois un détenu de 20 ans retrouvé mort au centre pénitentiaire de Majicavo. Alors, vous avez suivi un peu cette affaire. Déjà, rappelons, maître qui connaît la capacité d'accueil de la prison de Mayotte, les syndicats décrient un désastre, le dépassement. Il y a eu même une mutinerie quelque temps. C'était l'année dernière. Le risque au quotidien. Et là encore, psychologiquement, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Disons que nous avons une institution judiciaire qui est un peu sous l'effet de tous les projecteurs, qui subit toutes les critiques possibles qui puissent exister. L'institution travaille difficilement, sans condition. Et effectivement, souvent, ces décisions sont assez décriées. Parfois, une justice laxiste, parfois, etc., etc.
Et à côté de ça, il y a une administration pénitentiaire dont les agents travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et avec une surpopulation carcérale, où des détenus consomment leur peine, là aussi dans des situations extrêmement difficiles. Alors, on a entendu effectivement qu'il s'agissait d'un suicide. Je ne sais pas si ça a été confirmé, mais il me semble que c'est bien le cas, qu'il s'agissait d'un suicide. Mais un suicide qui devrait quand même amener les autorités à s'interroger, à se poser les bonnes questions. Pourquoi tel suicide? Lorsque dans une cellule de quelques mètres carrés, on entasse des êtres humains comme de la bétail, là, il ne faut pas s'étonner effectivement qu'on soit face à des situations comme celle-ci. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de visiter Sémé. Je connais à peu près la situation à travers effectivement les cas que nous traitons lorsqu'on défend effectivement ces gens-là et qu'ils se retrouvent enfermés à Majicavo. Là aussi, l'État doit faire le nécessaire pour construire assez rapidement ce deuxième centre pénitentiaire qui est quand même prévu. Et ce que je trouve un peu malheureux, c'est que ne serait-ce que pour en discuter des sujets, là, ça prend des années et des années. Et quand il faut commencer les travaux, là, c'est toute une éternité. Et on met 10, 20 ans à faire aboutir un projet. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Moi, je ne pense pas. Madi évoquait tout à l'heure le problème de la régionalisation de certaines administrations qui sont liées à notre cher voisin, la Réunion. Je pense effectivement que Mayotte doit prendre toute sa part et assumer pleinement le rôle qui est le sien. Vous voyez, mais on a aussi une manne financière d'importance, les enveloppes dédiées par la politique européenne, donc les fameux fonds européens, qui aujourd'hui est encore bloqué, gardé par l'État. Ça n'est pas normal. Il va falloir que nos élus montent au créneau pour réclamer la gestion autonome de ces fonds-là. Il faut qu'on prenne nos responsabilités et gérer les choses convenablement parce que on a des gens, des techniciens, des talents partout. Donc, donnons-nous confiance pour gérer et puis donner à ce territoire les services qu'il mérite. Et moi, là, je vois un cas de casus belli parce que les élus, ceux qui demain seront des maires et puis dans 2028 des conseillers territoriaux, je ne sais pas comment ils vont demain financer leurs projets d'infrastructures importantes, puisque l'État a fait en sorte, l'État, qu'est-ce qu'il a, il a fait? Il a installé un organisme qui a remplacé les femmes, là, qui, je ne sais pas, on a tous vu, ont la vocation et d'assurer le développement, l'aménagement du territoire. L'établissement de reconstruction. Voilà. Et on a tous vu cet établissement, sa mission, c'est d'assurer l'aménagement. Finalement, de reprendre tout ce que les communes font jusqu'actuellement, que ce soit les aménagements, les voies routières, les écoles, par exemple, au niveau du premier degré, peut-être aussi du second degré, ce qu'on en sait. Et tous ces aménagements vont être recentrés au sein de cet établissement. Donc demain, un maire qui a un projet d'aménagement, un investissement à faire dans sa commune, je ne sais pas comment ce maire va financer ou comment pouvoir financer son projet. Auprès de qui il va se rapprocher pour discuter, en tout cas pour mettre en œuvre ces projets. Ça, j'ai cette inquiétude-là au niveau des communes, mais au niveau du département, c'est la même chose. Ok. Alors, donc, on va finir avec un dernier, peut-être thématique. Après, on reviendra un peu sur la violence qu'on a connue à Mangaljou et Sada. Et là, on vient d'avoir une petite information de notre président, M. Mohamed Damoura, qui nous dit info à 18h, il y aurait des voitures incendiées à Vaïbé. Donc, alors, dernier thème qui nous tenait aussi à cœur,
Pour moi, l'aéronautique, c'est important. Il faut qu'on le développe et que les Maoris s'approprient réellement ce domaine-là. La fête de l'aviation a débuté ce matin, c'était à l'aéroport de Mayotte, un événement qui s'étend sur 3 jours. Donc là aussi pour sensibiliser les jeunes dans ce milieu. Rappelons que on a un jeune pilote, d'ailleurs, Monsieur Wessler, hein, c'était ça. Bon, en tout cas, c'est un pilote de EWA. C'est un pilote de EWA. Il a commencé en tant que stagiaire, est devenu pilote. Hein, Mais pilote à Mayotte. Je suis toujours, je ne sais, je pense que sur ce sujet-là, nous devons travailler, les institutions d'éducation nationale, mais aussi les acteurs politiques. Il faut qu'on revoie la manière dont on oriente, on prépare l'orientation de nos jeunes, de nos enfants, puis dès la troisième et après le bac. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes restés dans un parcours où souvent les jeunes, on les oriente vers des études universitaires. Souvent des études universitaires scientifiques ou généralistes, sciences humaines. Et le domaine de l'aéronautique, qui donc pendant longtemps a été oublié, et l'ouverture de l'école l'aéronautique capacitaire à Pamandzi est une très bonne chose pour Mayotte, parce que et ça c'est un axe, à mon avis, qu'il faut mettre, sur lequel il faut beaucoup travailler, parce que figurez-vous que là on parle de pilote, mais sur le terrain, un aéroport, il y a une centaine de métiers. Et il y a des métiers où, quand il n'y a pas la personne qu'il faut qualifier, ça crée énormément de difficultés, et parmi lesquelles, je vais en citer un, c'est les aiguilleurs de ciel. À Mayotte, il n'y en a que 2. Ah ouais. Parmi les 2, il y en a un qui va prendre sa retraite l'année prochaine. C'est un Maoré, et c'est le seul Maoré. Et le deuxième, il est déjà vieux. Et puis c'est quelqu'un qui n'est pas du tout. Donc nous allons très vite. En fait, c'est un secteur où on a du mal encore à convaincre un jeune d'aller se former pour ces métiers qui portent sur cet environnement. Je ne sais pas. Il y a un paradoxe en fait. Il y avait un avion qui devait décoller, je sais plus. Ah oui, vous avez voilà. Il n'y avait pas d'aiguilleur. Et la personne était en pause chez lui. Il était en congé. L'avion n'a pas décollé. Donc l'avion n'a pas décollé. Voilà. Tout un retard. Non, la personne devait être chez lui. C'était son moment de pause. Il avait travaillé parce qu'ils ont des horaires. Ils ont des jours de travail, des jours de repos. Voilà. Donc là, on a dû l'appeler en urgence pour permettre à l'avion qui est arrivé de La Réunion de pouvoir atterrir. Vous imaginez? Peut-être pour compléter un peu ce qu'Adi m'a dit, c'est que là aussi, on a des compétences qui sont mal gérées. Matière d'enseignement, matière de formation, matière de tout ce qu'on veut. Moi, je sais que dans les collectivités de droit commun, la compétence formation, enseignement, on a un collège, on a le lycée, on a après l'université, le département, la région, l'État, chacun joue un rôle sur ces niveaux. Moi, j'ai l'impression qu'ici à Mayotte, effectivement, on a une départementalisation au rabais, c'est-à-dire que la formation qui relève du second degré, les collèges, on devrait quand même avoir un département qui joue pleinement son rôle aussi là-dessus, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, dans le même temps, on a cette collectivité qui exerce une double mission. Le département qui exerce les missions qui lui sont déjà dévolues par la loi départementale, qui sont beaucoup plus tournées vers le volet social, mais on a aussi cette même collectivité qui exerce les compétences régionales. Vous voyez, et là, j'ai l'impression que voilà, ça n'est que deux noms, mais il n'y a pas vraiment, matériellement parlant, il n'y a pas une
l'exercice de compétences accrues dans ces domaines, et un État qui ne fait pas les choses correctement et qui monopolise toutes ces gestions. Donc je trouve que effectivement il y a une carence à relever là-dessus. Et puis le domaine de l'aéronautique, il n'y a pas que ça, mais je pense que il y a aussi tous les métiers de la mer qui doivent être développés avec ce lagon qu'on a et qui fait quand même la beauté voilà, de ce territoire, voilà, qui reste inexploité. Je trouve que effectivement, il faudrait que le conseil départemental s'approprie ces sujets-là, déjà pour ouvrir toutes les perspectives de développement possibles, parce qu'on peut faire voilà, de sacrées bonnes choses avec. Et dans le même temps, quand on regarde parmi ce qui fait la spécificité de Mayotte, on a aussi une agriculture qui, à la date d'aujourd'hui, est laissée à l'abandon, avec la prééminence d'un lycée agricole à Coconi. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, on a toujours encore du sens en voulant développer l'agriculture avec le niveau des lycées, par exemple? Et donc, l'échelon universitaire doit aussi pleinement jouer son rôle là-dessus pour amener les jeunes vers ces métiers de l'agriculture. Il y a quand même des demandeurs, hein, mais qui ont du mal à s'installer sur des parcelles, ou ceux qui ont du mal à se faire accompagner convenablement. Donc là, on est quand même un peu pris en otage par rapport à... Donc, pareil, comme le domaine de l'aéronautique, il va falloir qu'effectivement, professionnellement parlant, ces chantiers-là soient vraiment mis sur la table. Et que, alors, les amis, le temps passe. Vous savez que le temps passe. Alors, je sais que le temps passe. Juste deux secondes. Alors, je vais vous te donner la parole. Alors, moi, j'ai 4 sujets. Et je vais vous en donner le choix de traiter un rapidement, parce que là, le temps passe. On est déjà presque à plus d'une heure passée, 1h30. Alors, on a... alors, le premier sujet, alors, c'était la violence là qu'on a eue à Mangajou, au Sada. On ne peut pas ne pas en parler. On a le sujet, Maître Ascan l'a évoqué rapidement, la prostitution, qui a été relayée aussi au niveau des infos. On a la semaine aussi de l'handicap, les 20 ans de la semaine de sensibilisation de l'handicap cette semaine. On a aussi la semaine de l'industrie. Alors, pour conclure rapidement, je vous laisse le choix par rapport à ces thématiques-là, sachant que d'autres thématiques, on développera peut-être la prochaine fois. Juste un commentaire de Yuki Kobela qui nous regarde, c'est même primordial, il faut aller découvrir le monde aéro, certainement nos jeunes seront épanouis dans ce milieu. Alors, qui veut parler de la violence à Mangajou Sada, prostitution, semaine de l'handicap, semaine de l'industrie, alors? Moi, je voudrais parler des violences, notamment marquées cette semaine par ce qui est passé à Mangajou. C'est les violences, les phénomènes il s'agit des violences dans les établissements scolaires, qui est maintenant propre à l'ensemble du territoire. Il n'y a plus un seul endroit dans Mayotte où l'établissement ne fait pas l'objet d'une intrusion. Premièrement, ce que je voulais dire, c'est que dans les établissements, les chefs d'établissement se préparent, hein, puisqu'on a des processus qui sont en place, ce qu'on appelle les alertes, c'est-à-dire des mises en situation où on prépare les élèves au phénomène des intrusions liées notamment aux violences. Et je crois qu'il faut maintenant, dans ce cas-là, ce qu'on appelle les PPMS, peut-être les faire évoluer pour que ces PPMS s'adaptent à la situation de Mayotte, des phénomènes de violence qui sont nouvelles, hein, qui sont de plus en plus violents, avec des situations dont on découvre, parce que ceux qui violent, enfin ceux qui violentent nos enfants, amènent aussi des attaques qui sont nouvelles. Donc là, je pense que dans ce cadre-là, il faut travailler sur des nouvelles méthodes pour préparer nos enfants à comment se protéger, préparer le personnel, comment sécuriser les établissements,
comment mieux protéger nos enfants. Et puis aussi, deuxième chose, les parents. Il faut travailler avec les parents, permettre que l'éducation nationale, le rectorat, les collectivités, ça associe pleinement les parents qui se sentent concernés par, par ces phénomènes par ces phénomènes et apporter aussi leur expertise pour trouver des solutions à cela. Troisième élément, c'est la formation. Je pense que parallèlement à la préparation, peut-être réfléchir à des équipements nouveaux pour nos gamins, pour les parents qu'on va mettre, qu'on va associer dans la protection dans le parcours. Moi, je pense, j'ai à l'esprit de pouvoir placer des parents relais qui soient situés dans le parcours des enfants, c'est-à-dire établissement, maison. On connaît les parcours. Peut-être que ça peut déjà des parents qui soient soit des ASH, soit des parents volontaires, mais il n'y a pas de solution miracle, nous semble-t-il. L'État, lui tout seul, ne peut pas régler le problème de violence dans les établissements améliorés. Ok. Maître, parmi les... Alors, la prostitution. Disons quelques mots sur la prostitution. Prostitution. La prostitution. Ah, c'était parmi un, Ouais. ça. Ah, Ou ouais. bien il faut que j'abonde Non. Alors, la prostitution, disons les choses telles qu'elles sont, en fait, c'est un phénomène qui n'a pas sa place à Mayotte. Ça n'a pas sa place à Mayotte parce que déjà, ça déforme ce qui fait la spécificité de ce territoire, qui est quand même à dominance musulmane, il faut quand même le dire. Et puis après, il faut observer aussi que ceux qui pratiquent en fait la prostitution, enfin celles qui pratiquent la prostitution, derrière, je le vois à travers ma profession d'avocat. Ce sont des gens qui se font exploiter. Et c'est des personnes qui rentrent illégalement, qui vivent dans des conditions d'une extrême précarité et qui se font exploiter derrière. Donc, ils se retrouvent à se prostituer parce qu'on les oblige à le faire. Donc, ça aussi, c'est une forme de violence qu'il faut quand même souligner. Et parce que ça participe à la transformation, en tout cas dans le sens négatif de notre territoire, c'est aussi un phénomène contre lequel il va falloir qu'on lutte. Parce que avoir la paix dans ce territoire, il faut que chacun s'y mette. Peu importe les actions qu'on doit mettre en place, dès lors que ça n'est pas une action violente, il va falloir effectivement que les autorités, main dans la main, travaillent ensemble, mais aussi avec le soutien de cette population qui aspire quand même à une vie paisible, hein, parce que là, on l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure que le passage de Chilo nous a quand même mis dans une situation psychologique difficile. Et il ne faudrait pas que d'autres viennent exploiter aussi ces difficultés-là et détourner les choses à leur avantage et exploiter d'autres personnes aussi. Donc, c'est un phénomène qui se met en place et il faudrait que la population lutte aussi contre cela parce que, encore une fois, ça n'a pas sa place ici. Ça n'a vraiment pas sa place. Et malheureusement, on voit que le phénomène prend de l'ampleur, mais dans le même temps, je dois souligner que je pense que la justice met du sien et travaille également parce que les responsables, beaucoup, se retrouvent déjà à Majicavo. Ok. Alors, les amis, l'émission prend fin. Exactement. Ma question sincèrement, comment sentez-vous après, selon vos vacances, cette reprise, à la fin de cette première reprise, comment se porte chacun de mes invités?
Mais moi, j'ai toujours soif, hein. Parce que ça passe tellement vite, les sujets sont Effectivement. incommensurables. Il y a tellement de choses à dire parce que je vois que cette émission est importante et joue un rôle précieux parce que elle est là pour éclairer les citoyens sur les sujets d'actualité, c'est-à-dire d'éclairer, c'est-à-dire d'expliquer et aussi d'apporter des pistes, voilà, de compréhension à l'actualité, à ce que nous vivons au quotidien. Et cette émission a une place extrêmement importante et moi je suis déjà impatient, hein, dans 15 jours parce qu'il y a des sujets que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je vais évoquer l'industrie. Et ça, c'est aussi un sujet aussi important. On n'a pas parlé aussi du budget. Hein, On a parlé du de la France budget. qui reste quand même compliqué. Hein, Peut-être que là, on sujet, n'aura hein. pas de budget dans quelques jours. On va devoir passer par une loi spéciale. Il y a eu le président de la République qui était Incarcéré. Qui Voilà. va venir à Mayotte. Si par malheur la France se dote d'une loi spéciale, qui de 4 milliards pour reconstruire Mayotte. Ça, c'est. Il y a une inquiétude assez forte. Voilà. Ok, alors, maître. Alors, c'est vrai que cette longue période de disette, voilà, nous a fait oublier quand même, effectivement, cette part très intéressante voilà, du traitement de l'actualité. Mais, comme m'a dit, on est très heureux de se retrouver là et de se livrer à cet exercice pour décortiquer un peu l'actualité à notre sauce, à notre manière, et de partager avec nos amis qui nous regardent et que, vivement, les prochaines fois parce que on a envie effectivement de discuter un peu entre nous et de commenter ces actualités-là. Voilà. Donc, on espère qu'on va se retrouver là la prochaine fois. Oui. Alors, en tout cas, il y a eu beaucoup vous étiez très nombreux à nous suivre, donc c'est un manque réciproque. Donc, on a voulu justement reprendre cette émission de retour sur l'actualité. Vous connaissez le principe des émissions aussi avec les rencontres avec les acteurs. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera le plaisir. Donc, tout à un fin, de toute façon, on va se retrouver dans 15 jours, tout en vous remerciant. Toute l'équipe s'associe en tout cas pour vous remercier de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas justement de partager et de relayer. On mettra aussi sur YouTube. Donc là aussi, n'hésitez pas à abonner pour grandir la communauté. Donc les amis, on se dit bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt. C'est un plaisir, c'est ça. Oui. Voilà.